Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de votre présence parmi nous. Je suis très heureux de voir qu'il y a un nombre de responsables d'associations franco-allemandes. Je pense que c'est une bonne chose. Je sais que Benjamin Kurz est très attaché au rôle de la société civile dans ces relations franco-allemandes et des responsabilités que nous pouvons les uns et les autres prendre. Je salue les représentants de la municipalité. Merci, mesdames les conseillères municipales de l'IPAVA. J'en profite pour excuser François Cuyandre, le maire de Brest et président de la métropole, qui est retenu par une réunion importante à Brest, et de la même manière, le maire de l'IPAVA, Fabrice Jacob, est lui en réunion du CIVU ce soir. Alors, vous savez, le CIVU, c'est quelque chose d'important parce que c'est la gestion notamment de nos EHPAD. Donc la réunion est importante et nombre d'élus qui auraient pu être parmi nous ce soir, eh bien, ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas reçu le don d'ubiquité. Ce qui est fort dommage parce que ça rendrait service à nombre d'entre nous. Madame Graciela Melchior, députée, a envoyé un petit message pour nous féliciter de l'organisation. Elle-même est retenue par ses obligations parlementaires. Voilà. Le CECI, le Cercle Europe Citoyenneté et Identité, alors j'insiste, citoyenneté avec un S, identité avec un S, parce que nous avons au moins 2 citoyennetés, au moins, et des identités multiples. Notre ambition au CECI, depuis la création, est de travailler, d'approfondir toutes les questions de citoyenneté et de se poser la question, mais de manière assez approfondie, du sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Voilà, alors ce n'est pas au sens propre un travail d'information que nous faisons, mais nous cherchons à avoir un rôle de stimulateur. Nous cherchons à pousser les réflexions de manière à ce qu'il en sorte quelque chose, et nous essayons de transmettre aussi ce quelque chose au-delà de notre territoire local. Le CECI a son siège à l'IPAVA, dans cette ville, mais son action est européenne. Et nombre de nos membres et participants, de nos contributeurs, ceux qui écrivent sur notre site, eh bien, sont sur tout le territoire national. Ils sont en Allemagne, ils sont aussi en Espagne, et on peut en trouver aussi périodiquement en Belgique, par exemple. Nous avons un attachement particulier à la relation franco-allemande, parce que cette Union européenne, si elle existe aujourd'hui, avec toutes les bonnes choses qui ont pu être réalisées, aussi tous les défauts, tous les désavantages qui peuvent exister, eh bien c'est parce qu'à un moment donné, des hommes se sont levés. Ils étaient français, ils étaient allemands, et ils se sont dit, avec l'appui du Premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, qu'il ne devait plus y avoir de conflit, de guerre entre nos pays, et que pour ça il fallait les rassembler. Eh bien, ces hommes se sont levés, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alphonse de Gasperi, Alcide, pardon, de Gasperi, et quelques autres. Et nous sommes là aujourd'hui, dans cette enceinte, pour s'interroger sur le devenir de cette relation franco-allemande, à un moment où, finalement, le monde ne va pas si bien. Nous sommes coincés sur l'Est par une guerre en Ukraine, avec des déclarations d'un président russe qui sont menaçantes. Et puis sur l'Ouest, là où nous pensions avoir des amis, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une distance qui est en train de s'installer. Distance momentanée, je l'espère.
Voilà, c'est un peu de ces questions que nous allons parler. Alors je voudrais remercier bien évidemment nos intervenants. Claire de Mesmé. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être venue de Sciences Po Paris. Alors Sciences Po Paris et un peu de Berlin aussi. Hein, et je voudrais quand même souligner, parce que vous êtes membre de la chaire Alfred Grosser. Et ça, c'est pas anodin. Et j'ai trouvé dans votre CV, je voudrais le souligner simplement, si vous me le permettez, que Alfred Grosser, qui nous a quittés il y a un an, à l'âge de 99 ans, était un historien qui a été un des pères fondamentaux du rapprochement franco-allemand. C'est aussi, et là c'est la petite corde sensible, il a su aussi réassocier à l'histoire l'économie, il a su penser à la sociologie, et il a su penser à l'anthropologie. Donc voilà, je me retrouve aussi dans ce personnage que j'ai eu l'occasion de croiser à quelques reprises et qui laisse un souvenir inépuisable. Et puis, je disais, Berlin, c'est tout votre CV, madame. Vous êtes aussi membre du centre Marc Bloch à Berlin. Marc Bloch était aussi historien. Il était aussi un grand résistant. Il a lutté contre le nazisme et il a été aussi un des promoteurs de cette rencontre entre France et Allemagne. Et lui aussi a essayé de rapprocher l'histoire des réalités quotidiennes. Donc merci, voilà, je voulais souligner ça parce que je pense que ça fait partie de votre carte d'identité aussi. Merci à Hans-Jürgen Zaorka. Alors Hans-Jürgen et moi, on se tenait depuis un petit peu de temps. On dira pas. Mais nous avons œuvré ensemble à la Commission européenne. Nous étions l'un et l'autre conférenciers, lui en Allemagne, moi en France. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble. Tu étais déjà venu dans le Finistère. Je me rappelle d'une grande conférence que nous avions tenue l'un et l'autre au Conseil général de Quimper. C'était, ça remonte à loin, hein. Enfin à loin, il y a 10 ans. C'était à l'époque de Pierre Maille, hein, si mes souvenirs sont bons. Hans-Jürgen n'est pas que professeur, il est universitaire, certes. Il est aussi journaliste et il était avocat. Aujourd'hui, il est conseiller de plusieurs gouvernements. On va dire ça comme ça, mais il en dira plus s'il le souhaite. Et puis, je salue avec grand plaisir Benjamin Kurz. J'espère que je prononce bien. Je crois que Hans hier m'a fait un petit peu la leçon sur les prononciations. Donc j'essaye de ne pas me tromper. Benjamin est le responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Je vous disais tout à l'heure qu'il était particulièrement intéressé par la société civile. Et je pense que ce soir, il va être content de vous rencontrer, parce que vous êtes des représentants de plusieurs organisations, donc de la société civile. Il nous dira tout à l'heure comment il envisage les choses. Alors, pour ne pas être trop long, parce que c'est pas moi qui fais la soirée, ce soir, nous allons essayer, si vous le voulez bien... Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà, ce que c'est Erwin Hund, qui est resté en Allemagne. Il n'a pas eu envie de venir goûter aux fraîcheurs des gouttes finistériennes, mais Erwin est très souvent dans notre département, on va dire qu'il a une colocation, en quelque sorte, un logement du côté de Plouguerneau, et on s'est rencontrés, et on a déjeuné ensemble il y a un mois à peu près, pour préparer cette rencontre, cette table ronde. Bonsoir Erwin. Oui, et donc ce soir, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Eh bien, il y a des éléments qui sont importants. Peut-être un tour d'horizon de la situation politique. D'abord, en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Dans quelques jours, le 6 mai, va être nommé le nouveau chancelier, Friedrich Merz. Une personnalité nouvelle que nous ne connaissons pas encore beaucoup en France, mais dont on dit déjà, pour avoir suivi quelques
articles de presse que c'est peut-être le meilleur ami du président Macron. Alors quand on dit que ça peut être le meilleur ami du président Macron, ça veut dire en clair que c'est une bonne chose pour les relations entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que sur des domaines importants, on va peut-être, je dis peut-être, pouvoir avancer ensemble. Et puis, il y a les questions politiques intérieures dans nos deux pays. Peut-être parlerez-vous, mais je n'en sais rien, je lance l'idée comme ça de la dette que nous avons. 66% en 2023 du PIB pour l'Allemagne, 112, 116 selon, oui, c'est ça, selon les indications en 2023 pour la France. C'est lourd, très très lourd. Et ça a un impact très direct sur la vie politique de nos pays au sens national, au sens local, parce que nous le payons aussi localement, et les conseils municipaux peuvent aussi et devraient de temps en temps s'en saisir, et puis ça a un poids sur le devenir des politiques communes européennes. Au-delà de cela, je disais tout à l'heure, la guerre en Ukraine, comment pouvons-nous avancer ensemble? Le processus de paix, il y a l'idée de la guerre, il y a le processus de paix, mais il y a aussi la question de la défense. Comment France et Allemagne, ensemble, vont ou peuvent imaginer cette défense commune européenne. Nous savons que la Commission a mis sur la table, et annonce en tout cas, un budget futur de 800 milliards d'euros pour la défense, en mettant 150 milliards immédiatement sur la table, mais ce n'est que pour financer l'industrie de défense. Nous ne sommes pas, et loin de là, je pense, proches d'une armée commune européenne. Et pourtant, France, Allemagne, avec Grande-Bretagne, eh bien, ensemble, nous pouvons avancer dans un processus de paix, voire peut-être intervenir dans un système de coalition, de surveillance, d'un cessez-le-feu, d'une paix éventuelle. Et puis, peut-être nous parlerez-vous du triangle de Weimar, parce qu'il y a un pays qu'il ne faut pas oublier, qui est un grand pays, c'est la Pologne. Donc France, Allemagne, Pologne, voilà un triangle assez intéressant. Vous suivez l'actualité comme moi. Le président Trump a déclaré la guerre à nombre de pays et à l'Union européenne en montant des taxes. Il y a un petit répit de 90 jours. Comment nos deux pays, ensemble, vont pouvoir monter une stratégie en essayant d'obtenir l'agrément des autres pays membres de l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est aussi une question à laquelle vous pouvez peut-être répondre et aborder. Bon, voilà, je vais peut-être m'arrêter là. J'ai donné assez d'éléments. Sachez que cette table ronde est filmée. Tout est enregistré. Donc, tout ce que vous allez chuchoter, ça vous avez vu, il y a des micros partout, ce sera entendu. Et cette table ronde sera diffusée sur la chaîne YouTube du Cercle Europe Citoyenneté Identité. Donc ça veut dire que nous pourrons revoir ces éléments et nous aurons surtout la possibilité d'en faire une diffusion plus large auprès de nos réseaux. Donc je remercie Anoudette Tramani qui est à la caméra et qui, dans le cadre de sa société, nous propose de revoir autant que fois nécessaire cette conférence. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle soirée. Je m'arrête là. Je vous remercie d'être venus jusqu'au Penarbed, puisque ici, le Finistère se dit en breton Penarbed, et j'espère que vous allez passer ici une belle soirée. Merci à vous. Merci beaucoup Emmanuel Morochip, vous avez déjà tout dit. Je pense qu'on peut vous accueillir quand même ici, autour de la table. Merci en tout cas à tous les quatre, avec vous Erwin, de participer à cette discussion. Quelle relation donc franco-allemande en Europe?
suite à ces élections législatives anticipées. C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre. Emmanuel, vous avez déjà dressé tout un panel de questions. J'espère qu'on aura le temps d'aborder tout cela. Comme vous le disiez, on va peut-être démarrer par un point de situation sur la politique en Allemagne. Où en est-on aujourd'hui? Donc, ces élections législatives anticipées, elles ont eu lieu le 23 février. La prise de fonction du nouveau chancelier est imminente, d'ici quelques jours. Que s'est-il passé entre deux? Où en sommes-nous de la constitution du futur gouvernement, du programme de coalition? Qu'est-ce qui veut s'emparer du micro en premier pour nous donner un aperçu de la situation en Allemagne? Claire de Mespé, honneur à vous. Merci beaucoup. Oui, vous posez la question du ou de la volontaire, et en même temps, je sentais votre regard. Je ne savais pas si je pouvais... Il faut désigner. Bien, merci beaucoup. Merci également, Emmanuel, où est-il? Il est là, en face de moi, pour toutes les questions que vous avez soulevées et auxquelles on va tâcher de répondre. Alors, où en est-on? Eh bien, on en est qu'on va enfin avoir un gouvernement fédéral. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait quand même un moment depuis février. Et les partenaires attendent, mais c'est une coalition qui s'est préparée. Donc il y a des choses sur la table. Vous savez comment ça se passe peut-être en Allemagne. On a dans un premier temps ce qu'on appelle des Sondierungsgespräche. Ce sont des discussions exploratoires pour savoir si on peut travailler ensemble. Les partis font ça, se rencontrent, discutent. Rapprochez bien le micro. D'accord, c'est mieux comme ça? Tout ça donne lieu à un papier exploratoire dans lequel les grandes lignes sont tracées pour la future politique. Et ensuite seulement, les partis se mettent autour d'une table pour écrire le traité de coalition. Donc il y a vraiment différentes étapes. Et là, le traité de coalition, nous l'avons. Les partis qui vont entrer au gouvernement, donc 3 partis, le Parti social-démocrate et les 2 partis de l'Union chrétienne, la CDU et la CSU, qui est le parti frère en Bavière, se sont mis d'accord. Ils doivent encore, les militants doivent valider, et ensuite, c'est bon. Nous devrions avoir un gouvernement pour le 7 mai. Et ce qui est intéressant, c'est que le très certainement futur chancelier, bientôt chancelier, a déjà indiqué qu'il se rendrait à Paris le lendemain. Donc le 7 mai, Friedrich Merz est attendu à Paris. Sur les questions européennes, qu'y a-t-il? J'aurais plein de choses à vous dire, donc vous m'interrompez si c'est trop long pour laisser aussi la parole aux camarades. Qu'y a-t-il dans ce traité de coalition? Il y a beaucoup de choses parce que les partis essaient de faire valider leurs promesses électorales, et on a des partis qui ont des orientations différentes. Donc ça, c'est évidemment toujours un petit peu compliqué. Le Parti social-démocrate, comme son nom l'indique, avec une orientation plus sociale, l'Union chrétienne, de droite classique. Ce qui a été très intéressant et très original, vraiment atypique dans cette histoire, c'est que les partenaires de coalition se sont mis d'accord bien avant de commencer le travail de gouvernement, bien avant même de signer un traité de coalition, sur des éléments assez révolutionnaire pour l'Allemagne, à commencer par un assouplissement du fameux frein à la dette, la Schuldenbremse. Vous savez, c'est sacro-saint en Allemagne, on n'y touche pas, le budget doit être équilibré. Eh bien, ces partenaires de coalition se sont mis d'accord pour lever. On ne fait pas exploser non plus les cadres budgétaires, on n'en est pas là, mais en tout cas pour réformer, pour apporter plus de souplesse, pour investir. Avec la création d'un fonds spécial pour investir, financer les infrastructures de 500 milliards d'euros. Et puis, avec la possibilité de sortir les dépenses pour la sécurité et la défense du calcul budgétaire. Donc ça, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui posent un cadre qui se veut ambitieux pour l'Allemagne. C'est une Allemagne qui se veut pro-européenne, qui se veut active. On a beaucoup parlé, peut-être qu'on y reviendra ce soir, je ne vais pas faire tout un exposé là-dessus, mais on a beaucoup parlé du fameux German Vote, le vote allemand à Bruxelles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non? Alors, le German Vote, on en parle depuis plusieurs années, c'est un positionnement de l'Allemagne
un non-positionnement de l'Allemagne, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une attitude, sur un vote à Bruxelles. Donc, l'Allemagne ne sait pas vraiment, l'Allemagne a plusieurs positions parce que les partis de coalition ne sont pas d'accord. Parfois, l'Allemagne retire même l'accord qu'elle avait donné sur une position européenne. Et qu'est-ce qui se passe? Elle bloque l'ensemble du processus de décision européen. Donc le German vote, c'est vraiment devenu la bête noire à Bruxelles. Comment vont voter les Allemands? Il va y avoir une paralysie. Et c'est un vrai problème. On a aujourd'hui un bientôt futur gouvernement qui s'est engagé à ne plus justement faire du German vote, à avoir une position cohérente dès le départ pour accélérer les choses et pour avoir à nouveau un positionnement de leadership sur la scène européenne. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et je terminerai pour dire qu'il y a aussi la volonté de travailler main dans la main avec la France. Friedrich Merz est venu plusieurs fois à Paris. Il a envoyé aussi ses équipes, notamment son très certainement futur ministre des Affaires étrangères, qui a déjà noué de nombreux contacts à Paris, à Varsovie, à Londres également. Donc voilà, je pense que c'est une chose qui caractérise le futur gouvernement fédéral, la volonté de revenir sur la scène européenne et d'endosser une responsabilité sur la scène européenne pour faire avancer les choses avec un vrai sentiment d'urgence pour l'Allemagne et pour l'Europe. Alors justement, vous parliez de ce futur gouvernement, puisqu'il y a bien sûr les discussions autour d'un accord de coalition, et puis les discussions autour des postes clés de ce futur gouvernement. Peut-être, Hans-Jürgen, vous voulez nous dire un mot là-dessus? Oui, merci. Ça va comme ça? Oui. Merci. Je m'excuse d'abord de mon français un peu particulier. Ok. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. D'abord, je suis très reconnaissant pour cette introduction par Madame de Mesmet, parce que pour un Allemand, ça devient maintenant clair comment ça fonctionne. Et puis, je voudrais dire, en Allemagne, nous avons par tradition une coalition. Nous avons toujours une coalition depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la création de la République fédérale. Et puis, ces coalitions ont une certaine tradition, ils changent souvent, mais le comportement des partis dedans est moins changeable. Donc, si l'on fait la campagne électorale, on suit le purisme politique, mais à l'exécutif, c'est beaucoup plus freiné, c'est beaucoup plus humanisé, disons, comme ça. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est le chancelier. En effet, ça pourrait être, c'est la grande chance, le meilleur ami d'Emmanuel Macron, et vice-versa. Friedrich Merz vient du Sauerland. C'est une région éloignée au centre de l'Allemagne. Je ne sais pas s'il y a une région en France pareille. Pardon? Ok. Si c'est quelqu'un ici deviendrait président de la République en venant d'Ussel, il y avait quelqu'un. Donc c'est une région un peu particulière, avec une mentalité très particulière, une mentalité très cool, mais aussi très chaude, ou même un instant plus tard. En tout cas, ils peuvent devenir les meilleurs amis. Je crois, en Allemagne, on dit Poutine und Trump, Gott sei Dank. Donc, grâce à Poutine et grâce à Trump. Peut-être c'est pourquoi ils deviennent les meilleurs amis, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, même s'ils ne veulent pas, mais ils veulent, et ils veulent.
Et puis, sous ces aspects extérieurs mentionnés, soit de Poutine ou soit de Trump. Le troisième point, qui aura un poste clé au cabinet. C'est très intéressant. En ce moment, les gens discutent très fort qui pourrait être le prochain ministre des Affaires étrangères allemand. C'est un poste clé pour les relations franco-allemandes, bien sûr, mais je crois qu'il y a un candidat, M. Wadepool de Schleswig-Holstein, mais il est plutôt du camp de défense. Je ne crois pas qu'il peut devenir ministre des Affaires étrangères. Les autres trois, dans la discussion, sont très en faveur de mettre un accent d'addition, un accent de plus sur les relations franco-allemandes. Le premier, c'est Armin Laschet, l'ancien Premier ministre de Nordrhein-Westfalen, qui était une fois coordinateur des affaires franco-allemandes, qui était ancien député au Parlement européen. Le deuxième, c'est Norbert Röttgen. C'est parmi les trois, dans une certaine manière, le seul professionnel dans les affaires étrangères, mais il vient aussi de Nordrhein-Westfalen. Comme le chancelier futur, c'est un problème pour lui parce qu'il est, selon une loi non écrite, il est obligé de balancer le gouvernement, le cabinet, selon des principes régionaux, hein, et aussi selon le principe gender. Et tous les trois ont le désavantage d'être des masculins. Et le troisième, c'est David McAllister. David McAllister, c'est à moitié écossais, à moitié allemand. C'est l'ancien Premier ministre de Niedersachsen. Maintenant, il est député au Parlement européen et chef de la Commission pour les affaires étrangères du Parlement européen. Et je crois qu'il connaissait le meilleur les dossiers actuels, hein, aussi du point de vue européen. Et il a toujours suivi, comme Laschet et comme Röttgen, une position très européenne, très claire et sans problème. Donc, n'importe qui le devient, on peut expliquer quelque chose. Et le dernier point, c'est qui devient ministre des Affaires économiques. C'est pas encore sûr. C'était Jens Spahn, l'ancien ministre de Santé, mais il a fait une gaffe qui pourrait lui coûter ce poste. Il a fait une gaffe en disant il faut traiter le AfD, l'extrême droite, comme il faut dans une démocratie, etc. C'était un grand risque de faire pareil, et ça pourrait lui coûter soit le ministre des Affaires économiques ou bien la présidence du groupe parlementaire CDU-CSU au Bundestag. Donc on va voir, mais pour ce poste, il y a peut-être Madame Katharina Reich qui a deux avantages. A, c'est une femme. B, c'est une Allemande de l'Est d'origine allemande. Et donc Friedrich Merz pourrait rencontrer ces deux critères à un coup. Donc c'est une chose, elle a des expériences formidables dans les affaires économiques, etc. Pas de problème. En tout cas, ce que va suivre, quelle politique va suivre, surtout au point de vue européen, ça devient de plus en plus clair. Un point sera la diminution des critères d'unanimité, soit dans la politique extérieure communautaire, soit dans la politique de défense communautaire. Dans la défense communautaire, c'est plus urgent et je n'exclus pas que l'Union européenne
va créer une sorte de mécanisme à sa côté, comme le traité d'Amsterdam, qui a intégré l'accord Schengen une fois, en 1995. Avant, c'était la coalition des volontaires qui a fait ça. Mais avec la politique de défense, c'est probablement pareil qui va venir maintenant. Parce que si nous suivons le principe d'unanimité dans ce contexte, il faut attendre jusqu'à Viktor Orban soit mis hors de service comme Premier ministre en Hongrie, et ça pourrait durer encore un certain temps. Exact. Et la dernière phrase, si je me permets, c'est dans ce contexte, l'Union européenne, ou bien ceux qui vont commencer avec une politique de défense collective européenne, vont probablement se pencher dans la création d'une armée européenne, parce que si l'on fait cela, il faut intégrer dès le début et seulement coordonner l'industrie ne suffit pas. Donc ceux qui pensent pas avant pensent aussi d'une armée européenne intégrée, et comment ça pourrait fonctionner ou non, j'espère que nous avons la possibilité de discuter. Je m'excuse d'être un peu plus long, mais s'ils n'ont pas de manuscrit ou manuscrit qu'on peut plus lire, maintenant c'est toujours la tentation. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous avez dit. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Benjamin. Alors dites-nous une bonne fois pour toutes comment on prononce votre nom. Kurk. Merci. C'est Kurk en français, c'est Kurz en allemand ou en polonais. Voilà, c'est le secret. Donc il n'y a pas de bonne prononciation. Donc toute prononciation est acceptable. Bon, je vous voyais noter beaucoup de choses en écoutant. Oui, parce que on apprend beaucoup de choses. Hein. C'est aussi les raisons pour lesquelles on vient, surtout lorsqu'on est entouré de personnes qui peuvent nous enrichir. C'est juste que j'aimerais juste réagir sur ce qui a été dit pour ne pas donner l'impression que ces élections ont donné un peu un blanc-seing à cette nouvelle grande coalition qui va se former entre le SPD, entre le SPD et la CDU. Puisque les résultats de ces élections législatives n'ont pas donné de vainqueurs qui se sont démarqués de façon particulière, puisque la CDU-CSU a fait un score qui est quand même moins important que ce que l'on a connu par le passé lorsqu'il y avait une alternance. Donc ils sont à moins de 30% des voix. C'est pas énorme non plus. Et avec le SPD, ils vont former une grande coalition, mais ils sont à peine majoritaires, si je ne me trompe pas. Et ces élections allemandes législatives ont montré aussi l'essor la continuation de l'essor d'un parti d'extrême droite qui est le parti de l'AfD, qui, pour le coup, a une vision de politique étrangère diamétralement opposée à celle de ces grands partis, qui est plutôt pro-russe, qui a été soutenu par Elon Musk pendant la campagne législative. Donc, on a quand même une fragmentation du paysage politique, avec un affaiblissement de ces grands partis populaires, qui restent néanmoins beaucoup plus importants et puissants qu'en France, hein, parce qu'on a quand même en France eu, notamment avec depuis première élection d'Emmanuel Macron, une déliquescence des grands partis populaires, d'abord le Parti socialiste, ensuite la droite. En Allemagne, on a quand même une exception, c'est devenu une exception, des grands partis populaires qui ont encore beaucoup d'influence, mais avec une perte de vitesse.
Donc, il risque aussi d'y avoir une contestation en interne de la part des partis d'opposition. Donc les Verts ne sont pas dans ce gouvernement, dans cette nouvelle coalition qui est en train de se former, qui sont eux progressistes, mais on a aussi le parti d'extrême gauche qui a repris du poids de la bête, si je puis dire, pendant ces élections, qui aussi ont une ligne au niveau de la politique étrangère qui est très conciliante vis-à-vis de la Russie, donc sur des conflits comme le conflit, comme la guerre russe contre l'Ukraine. Il y a aussi pas mal de choses qui vont poser problème aussi à cette coalition, notamment dans le domaine de la défense. Et c'est aussi un virage à 180 degrés pour l'Allemagne de réinvestir dans la défense, dans les armées, dans le réarmement. Donc ça va aussi, je pense, poser certaines questions ou peut-être certains problèmes. Donc ils n'ont pas non plus une marge de manœuvre extraordinaire au niveau de cette nouvelle coalition qui est en train de se former. Voilà. C'est vrai que la montée de l'extrême droite, c'est un des faits marquants, le fait marquant de cette élection. Claire de Mesmer, vous vouliez aussi réagir aux différents propos. Mais ce sera très rapide parce que c'est exactement ce que je voulais dire. En nous entendant, je me suis dit, on donne l'impression que l'Allemagne, tout va très bien, que l'Allemagne est hyper européenne, qu'elle regarde de l'avant. Et je voulais justement ajouter qu'il ne fallait surtout pas oublier l'AfD qui est maintenant non seulement le premier parti d'opposition et de loin, donc l'AfD qui est un parti d'extrême droite, mais j'allais dire, ou je dirais, d'extrême droite dure. On a une extrême droite extrêmement agressive avec des éléments, vraiment des éléments nazis en son sein, donc agressive avec une vraie violence. C'est le premier parti d'opposition et là il y avait dernièrement un sondage dans lequel l'AfD passait devant la CDU, donc devenait le premier parti. Ça pour l'Allemagne, quand on connaît l'histoire de l'Allemagne, quand on connaît aussi son travail sur le passé nazi, c'est quelque chose qui est loin d'être anodin. Donc il y a cette AfD qui pose problème à différents titres, parce que voilà, l'extrême droite en Allemagne pose problème de toute façon, ça j'ai pas besoin de le développer ici, mais elle pose problème sur la scène intérieure parce que justement elle grimpe et elle met les autres partis sous pression. Et cette campagne électorale a été marquée par les questions migratoires. Les thématiques migratoires ont été extrêmement présentes, elles étaient au centre du jeu, du jeu politique, oui, du jeu électoral. L'Allemagne a d'autres difficultés, notamment sur les questions industrielles. Vous avez sans doute entendu parler de l'industrie automobile allemande, qui est le symbole de l'industrie allemande qui ne va pas bien. Volkswagen a des difficultés. Bon, Volkswagen, c'est un peu l'Allemagne, quoi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Les questions sociales, les questions de pauvreté, de précarité jouent aussi un rôle. Donc, la question des infrastructures qui sont dans un mauvais état. Donc, tout ça fait que souvent en Allemagne, en ce moment, on dit que ce gouvernement de grande coalition est un peu le gouvernement, peut-être le gouvernement de la dernière chance, pour justement prouver qu'il y a des solutions possibles et que ce n'est pas l'AfD, donc alternative pour l'Allemagne, que l'AfD n'est pas une alternative. Donc ça, c'est important, il faut l'avoir en tête. Et le deuxième élément, c'est que ce poids de l'AfD au Bundestag et dans la sphère publique risque aussi d'influencer la politique européenne. Dans le traité de coalition, sur les questions migratoires, sur la politique européenne de migration et d'asile, il y a la volonté de reconduire les demandeurs d'asile aux frontières de l'Allemagne. Ça, c'est contre un principe fondamental de l'espace Schengen. C'est contre un principe européen vraiment de base. Or, ce gouvernement de coalition, sans que l'AfD demande rien, l'a mis dans son traité. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui ne plaît absolument pas aux voisins. Vous imaginez bien la France, si l'Allemagne dit, bon ben voilà, on ramène des demandeurs d'asile à la frontière, l'Autriche, tout. Et là, on risque d'avoir un effet domino. Si l'Allemagne fait ça, alors l'ensemble des États membres vont le faire, et c'est à l'encontre, vraiment à l'encontre de l'idée européenne. Donc,
voilà, merci Benjamin d'avoir d'avoir commencé à relativiser justement. Je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. Alors justement, vous avez évoqué un point de désaccord potentiel, on va dire. On disait tout à l'heure, est-ce que Macron et Merz vont devenir les meilleurs amis? Quels sont leurs points principaux d'accord et de désaccord potentiel? S'il fallait peut-être dresser une petite liste synthétique. Qui s'y colle? Bon, alors je démarre par mon voisin de droite. Vous tentez? C'est très difficile de mettre maintenant une liste improvisée qui est faisable, qui est réalistique. Des points positifs, des points négatifs. Des points négatifs, il y en a beaucoup dans le passé. Ce qui est en faveur d'éliminer ces points négatifs, c'est parce que tous les deux ont la volonté de les effacer. Donc les points négatifs ne sont plus là, mais ils sont toujours plus là. Ils sont toujours là. Vous comprenez cette phrase juridique probablement. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est le traitement du AfD. Par exemple, si je compare le comportement de AfD avec celle du Rassemblement national, je m'excuse, il faut vraiment constater que le Rassemblement national est plus comparable avec un groupement d'extrême gauche, si l'on voit l'AfD, ou des libéraux de gauche, des radicaux de gauche, anciens, etc. Bien sûr, c'est très difficile de le comprendre, mais si vous voyez le comportement de l'AfD aussi à la base, dans l'espace extra-parlementaire, on le comprend tout de suite, c'est plus faisable. Il y a deux problèmes en Allemagne. Un, il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour l'AfD, malgré ils n'étaient pas convaincus, mais ils ont voté. B, il y a une fossé Est-Ouest en Allemagne où l'Est, les nouveaux Bundesländer, les nouveaux régions de l'ex-RDA sont plus en contexte avec l'AfD que le reste. Dans le reste, il y en a aussi pas mal. Dans mon village, 5000 personnes, il y a 30% qui ont voté pour AfD. Si je demande maintenant qui a voté AfD, il y a peut-être 2 personnes qui mettent le doigt en haut. C'est normal, c'est toujours le même. Mais en tout cas, c'est le problème. Le problème ouest-est. Et le deuxième point, les jeunes. Je crois l'est-ouest, ça va durer encore 1 ou 2 générations. Ça a pris son origine dans l'ex-RDA, mais les jeunes, ils sont à prendre au porte-paix tout de suite et à secouer un peu tendrement pour qu'ils pratiquent un peu ce qu'ils ont appris à l'école, dans les cours de démocratie et des affaires sociales, etc. Donc c'est un problème, comment je le dis à notre jeune génération, c'est une faute, c'est un déficit de tous les partis politiques sauf les Verts. Mais les Verts ont aussi perdu beaucoup de crédibilité auprès des jeunes parce qu'ils étaient au gouvernement et ils étaient raisonnables au gouvernement. Et c'est le problème de toutes les réalos, on dit en Allemagne de toutes les réalistes.
qui suivent les règles. Ok, donc si vous me demandez encore une fois votre question, sur la liste positive ou négative, j'ai pas de recette. Alors c'était plus sur les points d'accord et de désaccord entre les deux futurs dirigeants français et allemands. Peut-être Benjamin. Oui, non, ça va permettre d'avoir aussi parlé de la différence entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Ça va permettre aussi une transition puisque déjà Friedrich Merz est un homme de l'Ouest, hein, on l'a dit déjà précédemment. Donc probablement aussi ça va poser des questions aussi de légitimité et ça ne va pas concourir à refermer cette distance qu'il y a en politique aussi, et même économique et sociale entre l'Est et l'Ouest. Donc c'est un homme de l'Ouest qu'on dit de tradition rhénane, donc un conservateur, pas du style d'Angela Merkel, c'était même des ennemis politiques. C'est plus une tradition chrétienne-démocrate d'antan, on va dire, un peu, un homme plutôt des années 90, qui a fait aussi, après, politique, qui a fait fortune dans les finances, donc il est assez proche des milieux économiques. Il était même je crois aussi assez atlantiste, hein, puisque... enfin voilà. Donc il a peut-être cette proximité avec Emmanuel Macron, cette appétence sur l'économie, d'avoir aussi un discours sur le politique et l'économique. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui prend une sorte de revanche après avoir perdu finalement face à Angela Merkel, qui est devenue ensuite chancelière pendant de nombreuses années, et qui a marqué l'histoire et qui a contribué aussi à un basculement un peu de la CDU, donc des chrétiens-démocrates, un peu plus vers le centre. Lui représente une autre tradition et un peu plus à droite. Donc c'est aussi une manière pour lui, avec ce mandat, probablement, puisqu'il n'est pas non plus tout jeune, de marquer l'histoire et de faire quelque chose. Et c'est vrai que ça a été aussi une surprise, ce virement à 180 degrés de la politique allemande et des déclarations qu'il a faites, notamment vis-à-vis des États-Unis, la nécessité de préparer les Allemands à se décrocher du parapluie américain, se décrocher un peu de cette coopération atlantiste qui est extrêmement importante pour l'Allemagne, qui a aussi conduit d'ailleurs, lors de la signature du traité d'Élysée en 1903, à rajouter un paragraphe pour souligner l'importance de l'attachement de l'Allemagne à l'OTAN, etc., etc. Là, il dit, bon, il va falloir peut-être faire sans les États-Unis et donc faire avec la France. Donc il rejoint aussi une politique étrangère française portée par la France et aussi portée par Emmanuel Macron, qui depuis 2017, depuis au moins le discours à Sorbonne, parle de souveraineté européenne, souveraineté économique, mais aussi souveraineté politique et de défense. Donc là, ils se rejoignent là-dessus. Donc il y a un momentum, en tout cas, pour ces deux hommes, aussi pour Emmanuel Macron, qui là a son dernier mandat. Donc je crois qu'il y a aussi cette importance de qu'est-ce qu'on va laisser ensuite pour la France et pour l'Allemagne et pour la construction européenne. Donc là, je crois qu'il y a des points où ils peuvent se rejoindre. Mais ça, je vais laisser la parole ensuite à Claire. Claire de Mesmer l'a bien dit. Il y a aussi des impératifs, en fait, qui pèsent sur les choix du futur chancelier, notamment sur des choix économiques, avec des lobbies, des groupes de pression très importants au niveau de l'économie allemande. On a parlé donc de l'industrie automobile, de l'industrie aussi chimique, etc., qui vont probablement freiner certaines décisions qui contribueraient justement à acter ce rapprochement. Voilà, on sait qu'il y a pas mal de projets de défense qui ont échoué par le passé. Est-ce qu'ils vont pouvoir se réaliser? On verra. Si vous permettez, Marion. On s'était concerté avant. Très bien. Il y a un élément dans ce que vient de dire Benjamin qui me semble très important, c'est le profil classique de Friedrich Merz. En effet, homme l'Allemagne rhénane, conservateur, et tu l'as dit, je pense qu'il faut vraiment le souligner,
avec un profil transatlantiste. Friedrich Merz a un réseau très établi, un réseau solide aux États-Unis. Il connaît très très bien les États-Unis. Il a travaillé avec les États-Unis. Il a fait partie d'un club de réflexion sur le lien transatlantique entre l'Europe, ou en tout cas l'Allemagne, et les États-Unis. Donc, en tout cas, c'est un transatlantiste convaincu. Et je crois que ça, paradoxalement, ça l'aide aujourd'hui. Ça l'aide aujourd'hui dans une situation où la question de la confiance dans les États-Unis se pose. Le fait qu'ils connaissent si bien, qu'ils comprennent si bien, lui permet de prendre ses distances par rapport aux États-Unis, parce qu'il sait de quoi il s'agit. Et finalement, il est plus crédible qu'un chancelier ou qu'une chancelière qui serait un petit peu, sceptique ou serait critique vis-à-vis des États-Unis. Ça lui donne une force pour justement se positionner sur ces questions-là et pour avoir une attitude pro-européenne qu'il n'avait pas il y a quelques mois. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est intéressant. Je pense qu'il peut y avoir... ça peut être assez productif en termes de coopération. Alors sur la défense, ça va être le grand chantier qui a de nombreuses implications dans le domaine industriel, dans le domaine de l'achat d'armement, où est-ce qu'on achète. Enfin, c'est des questions, il ne suffit pas de dire on veut construire l'Europe de la défense. En fait, là, le diable est vraiment dans le détail. C'est très compliqué à mettre en place avec des achats de long terme, avec des sommes qui sont considérables. Donc ça, c'est une question. C'était intéressant de voir Friedrich Merz dire que l'Allemagne pourrait entrer sous le parapluie nucléaire de la France. Ça, c'était quelque chose, un grand tabou en Allemagne. Pour l'instant, l'Allemagne est protégée par les États-Unis. Le fait de dire, voilà, la France a l'arme nucléaire, pourquoi ne pas aussi en profiter? Alors, ça ne suscite pas l'enthousiasme, outre-Rhin. Ça, il ne faut pas imaginer que tout le monde dirait oui, on y va. La question aussi, comment on fait? Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas envisagé. Il y a des oppositions en France sur ce sujet-là. Donc ça, je pense que ça va être un sujet qui est extrêmement intéressant. Les deux, dans les plus, Merz-Macron, on parle du couple Merz-Cron. C'est imprononçable. Donc le couple Merz-Cron peut s'entendre aussi sur l'allègement de la bureaucratie sur le plan européen pour donner un nouvel élan à l'économie et aux industries de nos deux pays, ou des pays européens en général. Ça va être un grand sujet. Et dans les sujets qui fâchent, puisque c'est quand même ce qui est le plus intéressant, dans les sujets qui fâchent, une pomme de discorde traditionnelle entre la France et l'Allemagne, à savoir le libre-échange, le commerce international, avec une approche très libérale de l'Allemagne, de toute façon, et très libérale, marquée, assumée de Merz, qui voudrait que l'Union européenne aille conquérir de nouveaux marchés. Donc évidemment, Mercosur, c'est le sujet, ça fait des années, voire des décennies, que la France et l'Allemagne sont en conflit sur cette question-là. Je pense que le conflit va s'intensifier parce que la pression aujourd'hui est très forte pour l'Allemagne avec les droits de douane américains. On va voir ce que ça va donner, on va voir ce que Donald Trump décide dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Mais en tout cas, il y a une grosse pression pour l'économie allemande. Donc l'Allemagne a ce réflexe. L'Allemagne exporte beaucoup aux États-Unis. L'Allemagne a besoin de nouveaux marchés et il y a ce réflexe de dire il faut aller ailleurs, donc il faut justement avoir plus de libre-échange et avoir moins de protection de nos marchés. Et ça va à l'encontre de la position française et du réflexe français de dire attention, il faut des règles très 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 précises. Donc des intérêts différents là entre la France et l'Allemagne et des cultures commerciales, des cultures économiques qui sont différentes. Je voudrais essayer de vous donner la parole, Erwin Hunt. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réagir peut-être au propos des uns et des autres, nous donner votre point de vue, si vous m'entendez bien? Oui, ouais. Oui, ça va. Bonsoir, merci Emmanuel pour l'invitation. Je vous parle de la salle Alfred Grosser
de Annikerhausen. Formidable. Il a été ici pour faire des conférences et je pense que c'était très bien de commencer Emmanuel par Alfred Grosser et un connaisseur vraiment des deux pays. Il était allemand et est devenu français. Et il a critiqué à chaque fois dans ses conférences les deux gouvernements. Donc il parlait toujours de la France, l'Allemagne, en haut et en bas. En haut, c'est les discours politiques, c'est les hommes politiques, les couples franco-allemands, Adenauer, de Gaulle, Kohl, Mitterrand. Donc je viens tout de suite à votre sujet. Le couple Merz et Macron doit prouver encore qu'ils peuvent redonner vraiment un élan aux relations franco-allemandes qui ont été refroidies, on peut dire, par Scholz-Macron. Donc ce n'était pas un couple franco-allemand comme moi, je le comprends et je pense que ce n'est pas seulement moi. Et M. Grosser parlait aussi de relations franco-allemandes en bas. Et je veux revenir, non seulement parce que dans le traité de coalition, on cite vraiment, bon, je ne lis pas ce qui est dit sur les relations franco-allemandes, mais bon, ça prouve, les discours, c'est normal, on parle de l'importance de la France et de l'Allemagne, de travailler ensemble pour l'Europe, autrement ça n'avance pas du tout. Et je parle aussi de l'Allemagne ou de la France en bas c'est la société civile, et dans le traité de coalition, on parle aussi de traité de l'Élysée, évidemment, il doit être vécu, et aussi du traité de Aix-la-Chapelle. Le premier, c'était vraiment, on a décidé dans le traité de l'Élysée, surtout en créant après l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'est le seul grand succès de ce traité. Aix-la-Chapelle, il y a 5 ans, on a créé le Fonds citoyen. C'est pour ça que je suis très content qu'avec Benjamin Kurk, le directeur du Fonds citoyen, et moi comme référent régional, qu'on est représenté ici dans votre soirée très fort, mais ça veut dire aussi on met l'accent sur la base des relations franco-allemandes et je pense qu'il faut investir non seulement dans les armes, évidemment c'est très important, je ne veux pas parler plus, vous êtes des spécialistes et Madame de Mesmer, soit chère de Alfred Grosser, est plus connaisseur comme politologue, mais on a 2300 jumelages franco-allemands. C'est ça la base. Il faut vraiment travailler avec les jeunes, investir dans l'échange de jeunes et dans les jumelages. Donc il faut donner plus de moyens à l'Office franco-allemand pour la jeunesse et aussi au Fonds citoyen. C'est beaucoup moins cher que les armes. Je peux vous dire, il y a des 2300 jumelages franco-allemands, il y a 527 en Baden-Württemberg, 437 en Bavière, et 120 en Bretagne. Si j'ajoute Loire-Atlantique, le 5e département breton, peut-être, 50 en plus, donc on est à plus de 1100 jumelages. Donc, vous voyez, le sud de l'Allemagne et la Bretagne, c'est presque la moitié des relations franco-allemandes. Donc, on doit travailler là et fortifier les jumelages et faire connaître la culture de l'autre. Ces buts n'ont pas changé depuis. On peut atteindre les jeunes seulement s'ils se rencontrent. Ils vont voter moins la AfD en Allemagne. Il y a beaucoup de jeunes qui ont voté extrême droite. Et en France, ça doit être pareil. Donc, si on réussit à atteindre les jeunes par les échanges de jumelage, je pense qu'on peut réussir à diminuer les extrêmes des deux côtés. Donc, c'est la première chose que je voulais vous dire. Merci beaucoup.
voilà, les relations franco-allemandes, elles se construisent donc à la fois au plus haut niveau et puis au sein de la société civile. Peut-être qu'on peut en profiter pour réexpliquer ce qu'est le Fonds citoyen, dans quel contexte est-ce qu'il a été créé, comment il fonctionne. Benjamin, je crois que là c'est une question pour vous. Je voulais la redonner à Claire. Oui, non, très rapidement, je crois que Erwin Hunt l'a déjà très bien dit, a cité le traité d'Aix-la-Chapelle, signé en 2019 par Emmanuel Macron et Angela Merkel, donc qui fait suite au premier grand traité de coopération d'amitié franco-allemand, traité de l'Élysée de 1963 que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Avec le traité d'Aix-la-Chapelle, on a voulu, l'Allemagne et la France ont voulu approfondir les relations franco-allemandes dans ce contexte européen. Ce traité touchait une variété de volets qui allaient de la politique étrangère, la politique de défense, sur le numérique, l'économie, mais aussi sur la société civile. Et en 1963, avec le traité de l'Élysée, signé par De Gaulle et Adenauer, on avait créé donc cet office franco-allemand pour la jeunesse pour rapprocher les deux peuples, notamment grâce, en créant des liens au niveau de la jeunesse. Et bien, avec le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019, on a voulu généraliser cela en disant, bon, la jeunesse, c'était la première pierre, mais en fait, cela doit toucher l'ensemble de la société. Donc, tout âge, toute génération confondue. Donc voilà, et le Fonds citoyen découle de ce traité. Donc, ce qui est écrit dans l'article, dans le chapitre 4, article 12, c'est les deux États créent un fonds citoyen pour rapprocher encore les deux peuples, afin de rapprocher encore les deux peuples en soutenant les actions, en soutenant les initiatives citoyennes et les jumelages. Pourquoi ? Parce que les jumelages sont la première expression de cette coopération au niveau de la société civile, puisqu'ils ont été créés majoritairement après la Seconde Guerre mondiale, même aussi avant le traité de l'Élysée de 1963. Il y avait déjà des initiatives, beaucoup d'initiatives par des maires, par des personnes engagées dans des collectivités, parce qu'ils voulaient à leur niveau contribuer au rapprochement de la France et de l'Allemagne pour créer un nouveau chapitre de ces relations et finalement faire la paix, non pas entre les États, mais entre les hommes et les femmes. Donc les jumelages sont vraiment cette première expression, et ils ont aussi, on va dire, cet avantage d'être répartis dans l'ensemble du territoire. Ce ne sont pas juste des jumelages qui sont créés entre des grandes villes, mais touchent aussi des petites collectivités, des petites villes, des petits villages. Et souvent, ce sont des personnes comme vous toutes et tous, qui sont engagés, pas que dans le jumelage, mais dans d'autres organisations, et ça permet d'avoir un peu partout dans le territoire une porte, une fenêtre vers l'Allemagne, mais vers l'Europe, vers l'étranger, vers autrui, vers l'altérité. Donc ce sont des formes de coopération qui sont extrêmement intéressantes et qui méritent d'être revitalisées, mais le Fonds citoyen essaye aussi d'aller au-delà et de toucher des associations qui travaillent dans des domaines tout à fait différents, que ce soit sur l'écologie, sur la démocratie, sur le sport, la culture. Voilà, c'est vraiment l'ensemble de la société civile, parce qu'il y a cet objectif, c'est de rapprocher les peuples. Pourquoi ? C'est pour contribuer à créer ce socle commun, ou cet espace citoyen commun dans lequel nous vivons, en France et en Allemagne, qui est traversé par des enjeux communs, que ce soit des enjeux qui concernent l'environnement, l'écologie, qui concernent la guerre et la paix, qui concernent l'économie. On est déjà dans cette réalité en France, en Allemagne, avec des pays qui sont interconnectés. On a une monnaie commune, on a aussi un espace commun, sans frontières, Schengen, etc. Donc le Fonds citoyen est là pour donner la possibilité à cette société civile de réaliser des projets les uns avec les autres entre la France et l'Allemagne. Voilà pour décrire rapidement le Fonds citoyen. Donc on donne de l'argent. Voilà, on va arriver. On donne de l'argent pour réaliser vos projets, tout simplement. Et voilà. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif politique qui est de contribuer à créer
cet espace citoyen dans lequel on vit, et pour rendre ça concret, puisque, in fine, ce sont les hommes et les femmes politiques prennent des décisions, mais s'il n'y a pas d'adhésion des citoyennes et des citoyens, ensuite, cette coopération, eh ben, elle va se briser, puisque ce sont nous qui, enfin, vous, moi, qui votons pour des partis qui ensuite mettent en œuvre des politiques qui contribuent à créer ces liens, et finalement, si on n'y croit plus, eh ben, dans le futur, ça n'existera plus non plus. Et c'est ça qui est important, de toujours rapprocher à cette chose concrète. Et pour ça, il faut vivre cette expérience, cette amitié. Il faut en avoir conscience. Voilà. Il faut être acteur de celle-ci. Vous parliez de revitaliser les jumelages. Ça passe par quoi? Est-ce que c'était ce que vous... Ça passe par quoi? C'est une bonne question. Non, alors ça passe par énormément de choses. C'est déjà de leur donner les moyens de pouvoir faire des choses. Et actuellement, justement, avec le contexte politique, géopolitique et économique, on observe depuis quelques années que par exemple, les collectivités ont de moins en moins d'argent pour les échanges internationaux, puisqu'il y a toujours d'autres priorités qui sont très importantes. Ne serait-ce que sur l'énergie, sur les écoles, sur des choses comme ça. Donc très facilement, ces fonds qui étaient dédiés pour les relations internationales, qui permettaient à aller à l'étranger ou à cultiver un peu cette relation, disparaissent. Et donc ça devient extrêmement important, puisque les jumelages reposent sur des initiatives bénévoles. C'est le bénévolat, c'est l'engagement. C'est l'engagement de la société civile, c'est que ça. Donc oui, des moyens, et c'est pour ça que le Fonds citoyen a été créé aussi, c'est un peu pour pallier à ça. Donc des moyens, ça a besoin de moyens, ça a besoin aussi de méthodes, de renouvellement, peut-être aussi de réinterroger le rôle que peut avoir le jumelage. On voit qu'il y a des évolutions très intéressantes, et on voit à quel point le jumelage peut être réactualisé. Ça a été le cas en Allemagne avec la crise des réfugiés. Beaucoup de jumelages franco-allemands, ou des jumelages, des personnes dans les jumelages sont engagées pour essayer d'accueillir ces personnes, mais on voit aussi beaucoup de villes françaises et allemandes jumelées entre elles, porter des initiatives vers l'Ukraine et créer des jumelages avec l'Ukraine pour les soutenir en leur envoyant des équipements, en finançant une place de jeu, des choses comme ça. Ça se passe par exemple entre Karlsruhe et Nancy qui sont jumelés. Et souvent ça passe aussi par le triangle de Weimar avec la Pologne. Donc voilà, et je crois que les jumelages aussi doivent se réinventer, doivent rester ancrés dans le territoire. Il y a un vieillissement des membres des jumelages, mais qui correspond aussi, en termes généraux, d'un vieillissement des personnes engagées dans les associations, dans le monde associatif. Ce n'est pas en fait une particularité des jumelages, on l'observe en général au niveau de l'engagement associatif, en France, en Allemagne. Donc ça touche aussi les jumelages, et pour ça il y a vraiment nécessité de se connecter aux associations, puisque c'est aussi comme ça qu'on acquiert des gens plus jeunes. Et je ne dis pas les jeunes, puisque les jeunes ils font leur vie, ils sont à l'école, ensuite ils vont étudier, etc. Mais pour renouveler le jumelage, c'est essayer d'aller vers aussi les choses qui intéressent les personnes, que ce soit le sport, le vélo, des choses comme ça. Donc voilà, nous au Fonds citoyen on a un programme pour ça, mais ça on peut en discuter tout de suite. Voilà. En tout cas, ce sont les pistes pour moi pour aider les jumelages à se renouveler. Ou des conférences comme celle-ci. Claire de Mesme, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, sur les jumelages et sur le rôle de la société civile. Alors je suis désolée, moi je n'ai pas d'argent à distribuer, donc je suis tout de suite beaucoup moins sympathique que Benjamin, mais je mène des projets de recherche. Et il y a un projet de recherche que j'ai conduit il y a quelques années, avant le début de la guerre d'agression russe russe contre l'Ukraine. C'était de demander à des chercheurs, des chercheuses un peu partout, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, des Balkans, comment elles voyaient la coopération franco-allemande et ce qui pourrait être intéressant d'en tirer pour leur propre pays et pour leur propre région. À chaque fois, c'était des collègues qui vivaient ou qui venaient de régions plutôt en crise ou en guerre ou en conflit.
Et vous savez, ici, chez nous, on est plutôt blasé. Bon, le franco-allemand, c'est bien, ça roule, il y a des crises, on s'entend pas, mais voilà, c'est fait. Et en travaillant avec ses collègues, qui avaient un regard assez émerveillé sur la réussite de la coopération franco-allemande, ça permettait de voir à quel point c'était vraiment pas banal ce qu'on avait fait. Et en entendant Benjamin parler des jumelages, j'ai pensé à la collègue ukrainienne. Donc le projet, c'était avant le début de la guerre, je vous le disais. Et on avait une collègue ukrainienne qui travaillait sur la question Ukraine-Russie. Qu'est-ce que, dans cette région, pour ce conflit, c'était déjà très tendu, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de prendre? Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la coopération franco-allemande? Et la collègue nous a dit, moi, s'il y a un élément que je voudrais garder ou que je voudrais démultiplier entre l'Ukraine et la Russie, ce sont les jumelages. On en a besoin. C'est fantastique. Si on arrivait à avoir ça, si les gens parlaient ensemble, si les gens voyageaient, avaient des activités communes, je pense que ça pourrait peut-être pas régler le conflit, mais en tout cas apaiser et désamorcer. Bon, ensuite, il y a eu la guerre, donc évidemment, c'est plus un sujet. Mais vous voyez, pour montrer le caractère très, très actuel de ces jumelages. Et après, d'autres collègues, d'autres pays ont, eux, mis l'accent sur d'autres sujets. Je pense aux collègues on avait un collègue du Japon et un collègue de Corée du Sud qui ont dit la même chose, à savoir, nous, c'est le livre d'histoire franco-allemand. Vous savez que la France et l'Allemagne ont un manuel d'histoire commun qui sert très très peu, c'est plus symbolique, mais ce symbole, on l'a. Bon, on ne l'utilise pas, on ne le connaît pas vraiment. Et là, en Asie du Sud-Est, les collègues disaient, mais c'est super. Mais ça, c'est quelque chose. Des historiens ont travaillé ensemble pour avancer, pour avoir une vision de l'histoire commune. Donc tous ces éléments que souvent on ne connaît pas, qu'on méprise un petit peu, où on se dit, bon voilà, à l'étranger, on le regarde avec intérêt. Il y avait ce point-là. Et je termine. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça crée de la résilience. Ça crée de la résilience quand ça ne se passe pas bien au niveau politique, quand soit il ne se passe rien, soit ça se passe mal entre la France et l'Allemagne, et bien au niveau de la société civile, ça reste solide. Moi, je compare souvent le rôle de la société civile en franco-allemand au coussinet du chat. Alors, quand on rencontre des gens, il y a généralement les amis des chats, les amis des chiens, donc j'espère qu'il y a des amis des chats parmi nous ce soir. Vous savez, les chats ont des petits coussinets, et quand ils tombent, ils se font pas vraiment mal en fait, ils rebondissent. En fait, c'est ça la société civile. Quand ça se passe mal entre Scholz et Macron, ou peut-être entre Merz et Macron, c'est pas grave. Parce que la société civile, elle a cette résilience, parce qu'on a ce réseau, ce maillage qui a été tissé depuis 47. Les premiers échanges, c'est 47-48, avec Alfred Grosser déjà à l'époque. Et l'image de la France en Allemagne et l'image de l'Allemagne en France est à un niveau exceptionnellement haut depuis des décennies, depuis les années 70. En fait, on s'apprécie. On s'apprécie, on a confiance. Vous regardez les sondages année après année, alors qu'on est parti de loin. Si j'ai regardé un sondage des années 50, il n'y a pas très longtemps, c'est l'Allemagne a la pire image de tous les pays en France. Et inversement. En Allemagne, on se méfie de la France. Et là, aujourd'hui, on a un niveau, oui à la coopération, oui, c'est un pays dans lequel on peut avoir confiance, etc. Donc, en quelques années, grâce justement au travail de la société civile notamment, on a réussi à atteindre ce haut niveau de confiance. Alors, pour pas non plus être dans les lunettes roses, un bémol quand même, malgré ça, on se connaît mal. Et ça aussi, les sondages le montrent. Finalement, on s'apprécie, mais on ne se connaît pas. Et les stéréotypes ont la peau dure. Quand vous interrogez, il y a toujours la question, les Allemands sont disciplinés, c'est l'économie, ça ne fait pas rêver, mais on bosse bien. Bon, pour la France, c'est le pays où il faut beau vivre. Bon, on est quand même sur des choses qui sont très, très clichés, qui correspondent seulement en partie à la réalité. Et puis, la langue. Donc, on se connaît mal et on se comprend de plus en plus mal.
Enfin, en tout cas, sans la langue, moi je pense qu'on peut très très bien communiquer en anglais. Mais je pense que pour comprendre vraiment un pays, pour avoir la finesse, pour entrer presque pour saisir l'âme de ce pays, sans dimension religieuse, hein, on a besoin justement de la langue, parce que derrière la langue, il y a un univers, ou avec la langue, il y a un univers qui est transmis. Et ça, aujourd'hui, dans les deux pays, l'apprentissage de la langue de l'autre est en chute libre. Voilà. Erwin Hunt, je vous vois faire un pouce en l'air. Vous acquiescez? Oui, je voulais applaudir Madame de Mesmer, apprendre la langue de l'autre, et même au niveau de nos politiques qui sont au pouvoir. Bon, je cite peut-être encore M. Grosser qui parlait du chef du ministre dans le Bundeskanzleramt, dans la chancellerie, avec M. Kohl, c'était M. Schäuble, vous connaissez peut-être, il est décédé il y a un an, qui parlait bien le français. Donc il y avait déjà des hommes politiques à haut niveau qui se parlaient dans la langue de l'autre. Et ça peut être un signal à toute la population. Et justement, au nouveau gouvernement, probablement, bon, M. Merz, il est plutôt, comme vous dites, dirigé vers les États-Unis, ce qui n'a pas été faux dans le passé pour l'Allemagne. Mais maintenant, c'est M. Frey qui vient de Baden-Württemberg, qui va peut-être être le ministre dans la chancellerie, qui est de Baden, donc dans la région Baden et Alsace. Donc c'est vraiment la région, avec la région M. Helmut Kohl, Rhénanie-Palatinat, qui peut peut-être rapprocher plus des gouvernements en parlant la langue du partenaire. Et d'ailleurs, le traité de Aix-la-Chapelle, il a été négocié dans une troisième langue, en anglais. Je pense que le traité de l'Élysée a été discuté en allemand et en français. Donc il faut qu'on revienne dans nos langues. Et je ne parle même pas de l'éducation nationale et de l'Allemagne pour apprendre plus le français et l'allemand dans les lycées et collèges. On a brossé beaucoup de sujets. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous dans l'assistance souhaiterait poser une question en particulier pour qu'on développe un des sujets qu'on a abordés. Oui. Où est-ce que ça en est sur la question de l'énergie? Alors, sur les questions de l'énergie. Le nucléaire en particulier. C'est une bonne question. Le nucléaire. Claire de Mesmer, c'est pour vous. Ça, c'est embêtant. Certains d'ici sont associés à l'argent, moi je suis associée au nucléaire. Alors, en étant avec le nucléaire, oui, ça a été un gros sujet, vous l'avez vu certainement, vous l'avez suivi, entre la France et l'Allemagne, avec la coalition rouge-verte, donc quand les Verts étaient encore il y a peu au pouvoir, où évidemment les Verts anti-nucléaires, absolument, le SPD un peu moins catégorique, mais quand même. Aujourd'hui, on a une constellation où on a une union chrétienne qui est pas défavorable à l'énergie nucléaire. On a une situation économique qui pose problème. Il y a la question du Standort Deutschland, donc du lieu de production Allemagne, enfin de l'industrie allemande, qui, sur le plan compétitivité, a des problèmes. Donc, se pose la question du coût de l'énergie et du coût de l'électricité. Et puis, il y a la question du nucléaire de défense qui revient d'actualité, avec le parapluie nucléaire, je le disais, qui vient un peu relativiser le spectre du nucléaire civil. Donc, tout ça fait que dans les milieux économiques et dans les milieux politiques de l'Union chrétienne, on regarde plutôt d'un bon œil le nucléaire. L'Allemagne est sortie du nucléaire, et le réactiver, évidemment, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une discussion en termes de coopération, d'utilisation du nucléaire pour l'hydrogène, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça facilite les discussions entre la France et l'Allemagne.
Et puis aussi tout ce qui est marché d'électricité, uniformisé, homogénéisé, etc. Donc ça aussi, c'est une vraie grande question et un vrai gros chantier pour l'UE, pour l'Union européenne. Effectivement, je me posais la question aussi sur le Brexit. Effectivement, comment a été perçu le Brexit en Allemagne? Nous, en France, je veux pas dire que c'était un traumatisme, mais enfin bon, évidemment, les Anglais sont un peu particuliers. Est-ce qu'il y a effectivement un ressenti différent? Est-ce que vous avez, en Allemagne, par exemple, vous avez fait votre deuil Alors peut-être pour Erwin qui n'a pas entendu la question sur le Brexit et la perception qu'en ont eu les Allemands et les Allemandes. Alors, je vous donne le micro. Je crois que le Brexit serait d'abord à digestir en Grande-Bretagne. Et les Britanniques, les Anglais, les Britanniques, surtout les Anglais parmi les Britanniques, sont en ce moment en plein train de le faire. Parce que maintenant, il y a des sondages très fiables, très reliables, qui disent que seulement une petite minorité de 25 à 30% était en faveur pour le Brexit, pour que le Brexit reste. Le reste veut revenir. Mais le pouvoir en Grande-Bretagne est moins vite que l'opinion publique, comme chez nous, comme en Allemagne et en France aussi. Mais disons, je pourrais prognostiser sans problème qu'en 10 ans ou 15 ans, la Grande-Bretagne sera réintégrée dans l'Union européenne de nouveau. Mais jusqu'à ce temps, par des couches différentes politiques, les choses vont changer dans la bonne direction. Et la première direction, c'est la politique de défense, grâce à Poutine, grâce à Donald Trump. Parce qu'il faut imaginer d'un jour à l'autre, la protection américaine est ne plus reliable. Et ce sont des gens comme Friedrich Merz, comme Emmanuel Macron aussi, qui le disent au premier et le disent hautement. Surtout Friedrich Merz, j'étais étonné, mais Friedrich Merz est surtout un réaliste. C'est un réaliste d'une vieille école juridique à laquelle j'appartiens aussi. Et c'était aussi un de mes collègues au Parlement européen. Et c'est un réaliste et qui dit ouvertement les choses comme ils sont. Et ils sont comme ils sont. Vous savez exactement, vous pensez la même chose que moi autour de ces choses-là. Donc, j'ai aucun souci que le Brexit, dont la population pense la même en France qu'en Allemagne. Parce que, oui, je peux seulement citer Astérix et Obélix, ils s'en foutent les Anglais. Voilà. Et une deuxième question, effectivement. Je crois que Claire de Messine voulait Je voulais compléter. juste ajouter un mot sur le Brexit, parce que, en effet, ça me paraît intéressant. Et la nouvelle situation géopolitique avec les péripéties trumpiennes qui arrivent chaque jour, voire plusieurs fois par jour, change les choses, non seulement par rapport au Brexit, mais aussi dans la logique de coopération européenne. Et on est aujourd'hui dans une situation où on pense coopération en dehors des structures de l'UE. Aussi en dehors des structures de l'UE. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que même si le Royaume-Uni ne revient pas dans l'Union européenne, ça on verra bien, il y a déjà une coopération, notamment sur les questions de défense. Et on est aujourd'hui sur... Alors, on peut discuter des formes géométriques, un triangle ou un carré entre Paris, Berlin, Londres, ça c'est le triangle, Varsovie, pour le carré. Le Royaume-Uni est le deuxième État en Europe à être une puissance nucléaire ou à avoir l'arme nucléaire. Ça, aujourd'hui, ça compte. Ça renforce aussi cette volonté de coopérer.
Les émissaires de Merz sont déjà allés à Londres pour justement travailler sur ces questions-là. Pas le nucléaire, mais la défense européenne. Donc aujourd'hui, il y a à la fois cette logique d'intégration de l'Union européenne dans le cadre européen, et il y a une logique un peu des grands États européens en dehors des structures de l'UE. Et ça, c'est intéressant parce qu'il se passe des choses là qu'on n'avait pas encore vraiment envisagées jusque-là. Donc je pense qu'il faut s'habituer à avoir une pensée peut-être moins institutionnelle, moins en termes de, voilà, il y a l'UE, il y a en dehors, avec des passerelles entre les deux. Ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième question. Alors, peut-être... Allez. Vous compléterez après. Est-ce que l'Allemagne n'a pas été prise par le vertige d'une Mitteleuropa, comme peut-être au début du XXe siècle, le fait effectivement que l'Angleterre soit un peu exclue, effectivement, et retrouver un peu ce vertige de l'Europe centrale, effectivement, non moins. Donc vous vous demandez si l'Allemagne a des tentations hégémoniques d'aller voir des choses chez leurs voisins. Non, mais non. Je pense que c'est une peur très française aussi. Non, mais c'est historique aussi. D'ailleurs, depuis l'essor de la Prusse, avec une peur de cet essor économique et militaire de la Prusse et une défaite face à la Prusse qui est devenue ensuite l'Allemagne en 1900, enfin l'Empire allemand en 1911. Ah, d'accord. Alors, je ne crois pas qu'il n'y a pas ces considérations, même si l'évolution politique et la nouvelle configuration de l'Union européenne depuis 2004 au moins, avec l'intégration de ces pays d'Europe de centrale et d'Europe de l'Est, ne dites jamais à un Polonais que c'est l'Europe de l'Est. Pour la Pologne, c'est l'Europe centrale, c'est le cœur de l'Europe. Je vous donne un conseil. Mais c'est vrai que le poids... il y a un basculement démographique aussi de l'Union européenne vers l'Est, et l'Allemagne se retrouve plus au centre, mais c'est un fait tout à fait, c'est un fait géopolitique. Justement, par rapport au Brexit, il n'y a pas eu de réflexion d'accroître une influence quelconque, etc. Mais c'est, je pense, avant toute chose aussi une appréhension française de peser dans les enjeux européens, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu aussi ce triangle de Weimar, cette triangulation avec une coopération franco-germano-polonaise, aussi pour faciliter le dialogue entre l'Allemagne et la Pologne. Je sais que l'histoire de la Pologne et de l'Allemagne est aussi tout autant conflictuelle que celle entre l'Allemagne que l'a été entre l'Allemagne et la France, et la Pologne est devenue au fil des années un partenaire économique extrêmement important pour l'Allemagne, qui s'est développé très vite parce qu'il y a une population qui jouit d'un système éducatif très développé, qui a des infrastructures, qui a une tradition aussi éducative et culturelle qui est très importante. Et donc la Pologne est un pays qui compte aussi pour l'Allemagne, c'est un pays aussi limitrophe, très important. Et on le voit aussi dans ces questions de défense, puisqu'on a parlé de l'importance du Royaume-Uni avec la position de l'arme nucléaire. C'est aussi une des plus grandes armées dans l'espace européen, on va dire. Mais la Pologne devient, c'est ce qu'on dit, ou veut devenir la première puissance terrestre d'Europe, notamment en réaction à la guerre d'agression russe en Ukraine. Et donc c'est un pays qui prend aussi un poids politique aussi très important, de nouveau grâce au gouvernement de Tusk, qui est aussi beaucoup plus pro-européen, qui n'est pas du tout tenté par des velléités autoritaires comme le parti précédent conservateur PiS. Donc voilà, on va dire que évidemment il y a une tradition en Allemagne de coopération dans cet espace qu'on appelait la Mitteleuropa, mais je pense que avant toute chose, et c'est exprimé par les politiques, c'est le besoin d'une coopération franco-allemande, parce que ce sont des pays ce sont les plus grandes économies, les plus grandes populations,
puis aussi la tradition, et puis aussi ce rapprochement institutionnel, humain, qui crée en fait quelque chose de nouveau et qui a contribué à ce qu'est devenu l'Europe, enfin l'Union européenne aujourd'hui. Voilà. Donc il n'y a pas du tout de vérité d'oublier la France, en tout cas je pense pas. Oui, je voudrais bien acheter une chose. D'abord, la notion Mitteleuropa, l'Europe centrale. Nous, dans mon entreprise, nous faisons aussi du content analysis, une analyse du contenu, disons. Et nous cherchons, nous faisons le scan de quasiment 400 ou quelque chose pareil, 400 organes de presse, radio, télévision, presse écrite, etc., sur des mots-clés. Et je peux seulement dire qu'à partir du 24 février, il y a 2 ans, le début de l'attaque russe, la notion Mitteleuropa est disparue quasiment totalement de la presse allemande, même comme idée ou comme une chose valable à réfléchir. Donc c'est disparu. Avant c'était déjà encore une chose que pour les philosophes, pour quelques historiens et quelques personnes que l'on qualifie d'être un peu gaga. Donc c'était des visionnaires utopiques, il y en a quelques-uns qui sont positifs et il y en a quelques-uns qui ne sont pas tellement positifs. Donc Mitteleuropa est quasiment disparu selon nos mesures et selon ce que nous pouvons constater. Y a-t-il encore des questions dans la salle? Je pense que vous avez tous été très complets et très complémentaires dans vos propos. Oui. Juste une petite question. Vous avez parlé de l'AfD, mais qu'en est-il de l'extrême gauche finalement? Oui, l'extrême gauche, c'est compliqué, oui. Disons, il y a Die Linke, la gauche, au Bundestag, qui est le successeur à long terme du parti communiste ou socialiste, comme on disait, du ex-RDA, et puis qui a changé plusieurs fois le nom, mais ils ont un problème biologique, parce que les gens qui étaient actifs dans le temps de ex-RDA, ils sont plus capables de faire de la politique maintenant, de plusieurs raisons. Donc, il y a une nouvelle génération qui n'est plus orientée au communisme, etc., qui sont plus, disons, si l'on peut dire, qui sont plus laïques dans un sens transfert. C'est pas laïque, comme en France. Suivez-moi l'orthodoxie. Oui, exact. Mais même la notion de l'orthodoxie a plusieurs notions. Aussi une notion, aussi une significance d'église, mais plus tard, plus loin. Mais en tout cas, la gauche avait obtenu, ils ont été mis hors de tout le Parlement parce qu'ils n'ont jamais atteint 5%, surtout au niveau des Länder, des régions, des Länder. Mais pour le Bundestag, ils ont eu par surprise 8%. C'était une sensation parce qu'ils ont calculé quelques semaines avant avec 4%. Donc ils ont eu un rafraîchissement des visages, plus attrayant, etc., plus tempérament. Et deuxième point, ils ont profité de l'usure des Verts dans le pouvoir
Et B, ils ont profité de quelques voix qui n'étaient plus contents avec le AFD. Et depuis Jean-Jacques Rousseau, on dit les extrêmes se touchent. Donc, et puis C, ils ont profité de quelques électeurs de tradition gauche qui ont voté jusqu'à présent pour le SPD. Donc, c'est pourquoi ils ont eu 8%. C'est pas durable. Ça dépend aussi de la politique actuelle, qui est actuelle au moment qu'on le demande. Mais ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont aussi là en Allemagne à différer. En ex-RDA, en Allemagne de l'Est, ils sont plus forts qu'en Allemagne de l'Est. Il y a des pays au sud, Bavière, Bade-Württemberg, etc., où ils n'ont presque jamais 5%, mais c'est la diaspora pour eux. Hein. Donc il y a un deuxième point, il y a une schisme entre quelques-uns de la Linke, de la gauche, qui ont resté au Bundestag, maintenant 8%, et ils ont eu une figure très prominente qui s'appelle Sarah Wagenknecht, Madame Wagenknecht, qui était mariée d'ailleurs avec l'ancien ministre de Finances Oskar Lafontaine, l'ancien premier ministre de Lazare, qui est parti du SPD au moment qu'il s'est plutôt battu avec Gerhard Schröder, et qui était un des porte-drapeaux pour Die Linke aussi. Et maintenant, Sarah Wagenknecht est la chef d'un mouvement qui s'appelle BSW, Bündnis Alliance Sarah Wagenknecht. Alliance Sarah Wagenknecht, BSW. C'est la première fois qu'un parti qui se présentait aux élections a le nom d'un chef dans ses initiales. Même la NSDAP de Adolf Hitler ne l'avait pas. Même le parti des ouvriers en Corée du Nord n'a pas. On apprécie la comparaison. Oui. Oui. En tout cas, le BSW a gagné plusieurs élections en Allemagne de l'Est, mais c'était une chose temporairement. Et ça avait raison, c'était avoir en relation avec un essor négatif du SPD dans ses circonscriptions, où il a obtenu que 6 ou 7 ou 8 ou 9%. C'est incroyable pour le SPD d'avoir tellement beaucoup de votes. Hein. Et je sais encore, dans le CDU, il y avait des gens qui ont dit est-ce qu'on peut emprunter quelques votes à l'SPD parce qu'ils sont si malades qu'il faut faire quelque chose. Alors, c'était une discussion en théorie, mais même le fait qu'elle était menée, ça dit quelque chose. Bon, en tout cas, pour les élections fédérales ou nationales, le BSW n'a pas obtenu que 4%, donc ils sont ou presque 5%, mais ils sont même moins que 5%. Et maintenant, c'est la grande bagarre au sein de ce parti entre la chef et la vice-chef, Katja Wolf, l'ancienne maire de Eisenach en Thüringen, contre Sarah Wagenknecht. Personne ne le sait. Quel sera le résultat de cette bagarre des chefs féminines? Juste deux petits points, ce sera moins détaillé. Je suis impressionnée par tous ces détails à la fois historiques et culturels-politiques. Le premier point sur le BSW ou sur le BSW, je crois qu'il faut vraiment le souligner, c'est, vous disiez, les extrêmes se touchent. Et le BSW incarne justement les extrêmes qui se touchent. Parce qu'on a un parti, vous posiez la question, l'extrême gauche, on a un parti qui est d'extrême gauche sur les questions économiques et sociales,
et qui est, alors pas tout à fait d'extrême droite, mais qui a un discours très dur sur les questions migratoires, sur les questions d'identité. Socialiste, nocialiste, justement, j'allais dire ça aussi, sur la politique, ils se sont aussi nourris, alors ils ne sont pas entrés au Bundestag, mais ils ont eu du succès, notamment à l'Est, vous le disiez, sur le pacifisme. Autrement dit, un pacifisme qui est plutôt poutiniste. On ne va pas trop loin dans la guerre, on ne soutient pas l'Ukraine, ça suffit. Et quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde les voix pour le BSW, quand on regarde les voix pour Die Linke et quand on regarde les voix pour l'AfD, avec ce discours justement soi-disant pacifiste, autrement dit on n'agit pas et voilà, on reste chacun chez soi et les Ukrainiens se débrouillent, ça fait beaucoup. Et avec on va voir ce qui va se passer, mais si les États-Unis se retirent de l'aide à l'Ukraine, si le conflit s'envenime et si les Européens sont seuls, on n'a pas beaucoup parlé d'Ukraine, si les Européens se retrouvent seuls face à cette situation pour défendre l'Ukraine, alors c'est le genre de mouvement, c'est le genre de dynamique qui va continuer à s'auto-alimenter et à se développer en Allemagne. Et ça aura forcément un impact sur le positionnement de l'Allemagne, sur la scène européenne, sur ces questions-là. Donc ça, il ne faut absolument pas le négliger. Et le deuxième petit point que je voulais ajouter, on n'en a pas non plus parlé, mais ça me semble important, c'est la question des réseaux sociaux, et notamment TikTok et du vote des jeunes. L'AfD sait très très bien manier ces réseaux, c'est très bien communiquer via les réseaux sociaux. TikTok, l'AfD est très forte, c'est le parti, je pense, qui est peut-être qui se prépare depuis le plus longtemps à ce mode de communication et qui atteint des jeunes qui ne savent pas forcément exactement ce qu'est le parti, mais il y a cette image dynamique, moderne. Et je crois, vous disiez Die Linke, tout à coup, effet surprise, atteint 8% alors que personne s'y attendait, surtout pas Die Linke. Pourquoi ? Notamment parce que certaines de ces représentants se sont positionnés dans les médias, sur TikTok également, dans les réseaux sociaux, ont fait le buzz, comme on disait il y a quelques années. Et ça a permis aussi d'inverser, alors pas de croiser les courbes évidemment, mais de trouver une nouvelle dynamique, là encore, chez un électorat jeune, qui s'est détourné de l'AfD, qui s'est tourné vers Die Linke, alors que les positions ne sont pas du tout les mêmes, mais justement il y avait cette image dynamique, réseaux sociaux, TikTok, etc. Donc ça c'est quelque chose qui aussi, c'est une tendance qui pour le jeu électoral, pour le jeu politique en général, est extrêmement important pour nos démocraties. Je termine sur le mot démocratie. Voilà, je pense que c'est un beau mot pour conclure. Je vais bien poser encore une autre question. Allons-y. Toute dernière. Je voudrais savoir si le fait d'apprendre le français en Allemagne et d'apprendre l'allemand en France n'est pas une décision politique. Et est-ce qu'il y a dans ce contrat de coalition un passus qui pourrait favoriser cet état-là, qui est quand même assez malheureux en Allemagne comme en France. On va laisser Claire de Messmer parler, puisqu'elle fait partie de commissions, je pense, en plus en SAR sur la langue. Elle connaît très bien, elle était très active à l'Office francophone pour la jeunesse sur ces questions. Donc je vais lui donner la parole. Utile en se jetant sur le micro. Oui, parce que ça me fait plaisir. Non. Je pense que Claire de Messmer a vraiment l'expertise, puisque c'est une question qui est très importante. Et il y a beaucoup de déclarations qui vont dans le sens pour changer les choses, mais peu de choses se passent. Donc peut-être que Claire peut dire des choses là-dessus. Pardon, j'ai fait un peu... Ça vous va, Marion ? On peut ? D'accord. Ouais, non, mais c'est une situation qui est compliquée avec l'apprentissage. Il y a une dimension politique, évidemment, mais il y a aussi une dimension individuelle. Pour tout apprentissage, l'apprentissage des langues, il y a la question de l'émotion, du rapport à la langue. L'allemand, en France, a une image anti-sexy. Et ça, c'est même de pire en pire. Alors, il y a des initiatives qui sont prises. À chaque déclaration, à chaque anniversaire du traité de l'Élysée ou maintenant du traité d'Aix-la-Chapelle, les dirigeants politiques disent qu'ils veulent promouvoir la langue de l'autre et finalement, le déclin se poursuit. Il y a eu
Il y a eu un moment en France où le déclin s'est non seulement arrêté, mais la situation s'est inversée. C'est au moment de la mise en place des classes bilingues, donc pas bilingues, mais bilingues, où les écoliers apprenaient l'anglais et l'allemand, enfin, pouvaient apprendre l'anglais et l'allemand en même temps. Donc on n'avait plus de concurrence entre les deux langues. Et ça a permis d'insuffler une nouvelle dynamique. Ensuite, il y a eu la décision de fermer les classes bilingues considérées comme trop élitistes. Enfin bon, ça aide pas. Ce genre de décision de stop and go, on retire des mesures. Il y a, Benjamin, vous avez mentionné une initiative qui est la SAR. Donc vous savez, ça aussi, ça complique les choses. La France a une politique nationale de l'éducation. L'Allemagne, l'éducation se fait au niveau des Länder. En fait, le Bund, l'État fédéral, n'a rien à dire. Donc le gouvernement ne peut pas faire grand-chose, en fait. C'est chaque land qui a sa politique. Donc ça, c'est aussi compliqué pour négocier entre les deux pays. Et le Land de Saar a pris une initiative qui est la Stratégie France, la Frankreich-Stratégie, qui vise à... Ça a été mis en place il y a 10 ans. C'était un gouvernement chrétien-démocrate à l'époque. Là, c'est relancé, redynamisé par un gouvernement social-démocrate, donc il y a consensus en Saar, pour, dès le plus jeune âge, que tous les enfants puissent être en contact avec la langue française, pour mettre en place ce qu'on appelle des crèches Élysée, on dit ça, hein, des Élysée-Kitas, donc des crèches où les deux langues sont là, où les enfants, dès qu'ils ont 2 ans, 3 ans, ont des éducateurs, des éducatrices qui parlent les deux langues. Il y a ça, il y a ensuite faire du français dans toute l'administration une langue de travail. Il y a dans le système de santé, de soins, donner des compétences aux soignants aussi pour parler le français, pour pouvoir soigner des patients, des patientes qui viennent de France, etc. Donc à tous les niveaux, il y a cette volonté alors c'est pas du bilinguisme, parce que le niveau sera jamais le même, et c'est pas l'ambition, mais il y a cette volonté de faire du français à côté de l'anglais, bien sûr, qui reste la langue internationale, une langue de travail qui peut être à des niveaux de compétences très différents. La difficulté, elle est qu'ensuite il faut le parler. Parce que vous pouvez apprendre, je ne sais pas combien d'entre vous ont appris l'allemand, combien le parlent. Souvent il y a une différence, ce n'est pas les mêmes chiffres. Donc voilà, il faut avoir la possibilité de le parler, il faut pouvoir l'utiliser. Il y a aussi la question de comment on apprend une langue. Et puis il y a la question de l'apprentissage chez les adultes. Parce que quand vous êtes enfant, adolescent, vous n'avez pas forcément envie d'apprendre l'allemand. C'est pas très drôle, c'est considéré comme anti-sexy et compliqué. Quand vous êtes adulte, vous avez un autre rapport à la langue. Vous pouvez avoir envie d'apprendre à 20 ans, à 21 ans, à 30 ans, pour avoir un nouvel emploi, etc. Pour ça, il faut des structures. Il faut des structures d'apprentissage et sortir de la logique, on apprend les langues à l'école, et puis après, c'est terminé. Il faut, là aussi, pouvoir créer des passerelles. Donc, bon, c'est l'évolution. Je ne suis pas du tout optimiste sur l'évolution, mais par contre, je pense qu'il y a des choses à faire. Je vous propose qu'on conclue là notre discussion, et puis vous pourrez continuer ensuite si vous le souhaitez. Emmanuel, le mot de la fin. Merci en tout cas à vous 4 pour cette discussion, c'était très riche. Merci infiniment pour ces propos extrêmement précis. Bien sûr, mes voisins me glissaient à l'oreille qu'ils auraient aimé que l'on traite de tel ou tel autre sujet. On n'en a pas le temps, bien évidemment, mais c'était très intéressant. Vous avez répondu finalement à notre ambition, qui est au CECI de donner la parole à ceux qui ont l'expertise. Et ça, je pense que c'est important pour les représentants de la société civile que nous sommes. Nous avons besoin aussi, les uns et les autres, de vous entendre. Moi, j'ai appris plein de choses ce soir. Notamment, et je regrette, en tant que sociologue de la construction européenne, je n'ai jamais jeté un œil sur le manuel d'histoire franco-allemand. Et j'en suis terriblement désolé, mais je vous promets une chose,
c'est que dès ce soir, je vais me mettre à la recherche de ce manuel. Si je ne le trouve pas, cher Claire, je reviendrai vers vous, hein, parce que je pense que c'est important. Parce que vous avez aussi, au-delà de la géopolitique, au-delà des stratégies, des relations politiques, vous avez introduit quelque chose d'important, qui est la relation anthropologique entre les deux pays. Et je crois qu'on ne travaille pas suffisamment cette dimension. Et puisque vous faites de la recherche, j'en fais un peu également, peut-être pouvons-nous essayer de trouver un biais pour permettre à certains de nos étudiants de travailler sur cette dimension anthropologique de la relation entre France et Allemagne. Comment pouvons-nous construire quelque chose qui viserait à rapprocher un peu plus, à mieux connaître l'autre, mais aussi mieux connaître la construction européenne. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. On est aussi dans ce cadre-là, et vous avez parlé aussi du carré et du triangle. Triangle de Weimar, le carré avec le Royaume-Uni, des coopérations, en fait, qui sont en train de s'installer, qui sont aussi un peu nouvelles, et qui vont peut-être bousculer le projet européen tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Voilà, apprendre à se connaître. Bon, j'aurais aimé qu'on parle d'intelligence artificielle, j'aurais aimé qu'on parle de numérique, qu'on parle des zones d'influence dans le monde, États-Unis, Chine, Russie, Inde, voilà, bon, mais peut-être aurons-nous d'autres occasions. Pour finir, je voudrais faire amende honorable. Je n'ai pas cité tout à l'heure Madame Armelle Maltais, qui est notre consul honoraire d'Allemagne à Brest. Et, cher Armelle, est-ce que un petit mot pour la fin? Juste un petit mot? Je voulais vous remercier pour ces apports si intéressants, effectivement. Et pour illustrer ces liens de la société civile, j'ai participé ce week-end au 20e anniversaire d'échange entre deux clubs de hand, justement celui du Relais et celui de Kuznitz, qui ont constaté qu'en 20 ans d'échange, ils ont parcouru une fois et demie le tour de la Terre, et où plusieurs jeunes ont témoigné qu'ils ont eu le désir d'apprendre la langue de l'autre et notamment de devenir enseignants de FLE. Là, c'était des Kérors qui témoignaient, grâce à ces échanges où ils ont participé à l'adolescence et où ils sont devenus ensuite engagés dans l'organisation de... Voilà, il y avait 3 jeunes adultes vraiment partie prenante dans l'organisation de ces échanges, en plus des vétérans, si on peut parler, et que c'est un magnifique exemple de ces liens au niveau de la société civile et qui sont amenés à perdurer parce que tous les ans, il y a une grosse cinquantaine d'Allemands qui viennent au Relais Kerhuon et l'année suivante, à peu près autant de Kérors qui se rendent à Kuznitz, et toujours avec le même enthousiasme. Merci, Madame la Consul. Je voulais vous remercier. Merci Marion pour l'animation de cette table ronde. C'était très 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 agréable et très efficace, je pense. Merci à Erwin. Salut. Kenavo, Erwin, comme on dit chez nous en Pénarpède. Merci Claire de Mesmé d'être venue juste à nous et de nous avoir parlé aussi savamment et aussi précisément. Merci. Merci Hans Jürgen Zaorka, un grand plaisir. Alors il faut que je vous dise un truc, c'est un grand secret, mais à cause de lui, je me suis trouvé être embarqué dans l'editorial board de l'Université européenne de Tbilissi en Géorgie. Et merci Hans. Merci. De ce fait, ça donne une ouverture un peu nouvelle. Merci. Merci Benjamin Cox. Ouais. Je sais qu'on va se retrouver. Je pense que nous avons envie de continuer ce type d'expérience. J'espère que vous en avez envie aussi. Et nous mettrons avec l'équipe qui a beaucoup travaillé, parce que je dois aussi remercier toute l'équipe du CECI. Voilà, on va revenir vers le Fonds citoyen franco-allemand
dont nous avons bien compris qu'il disposait de fonds et que nous pouvons faire un certain nombre de choses, mais en collaboration avec la Maison de l'Allemagne, avec les comités de jumelage. Voilà, parce que je crois que les jumelages ont bien entendu aussi le message. Merci à Philippe qui est à la technique là-bas. Et merci à vous tous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir.